Bonjour, bienvenue à notre conférence. Je suis Sylvie Castonguay, je suis la directrice générale de l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire. Je vous souhaite la bienvenue. C'est notre 4e conférence virtuelle et ça se poursuit jusqu'en mai 2024. Je vous souligne que cette conférence a lieu pendant le mois de sensibilisation à la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Je tiens aussi à remercier les partenaires financiers de notre série de webinaires, les sociétés Apellis, Biogène et Roche. Notez que l'AQDM est responsable du contenu associé à cette activité et atteste que l'ensemble du contenu a été conçu sans l'influence de nos partenaires financiers. J'aimerais maintenant vous expliquer le mode de fonctionnement de notre conférence. Notre conférencière, Hélène Thibodeau, que je vais vous présenter dans quelques secondes, donnera un exposé d'environ 35-40 minutes qui va être suivi d'une période de questions que je vais animer à partir des questions que vous poserez par écrit durant la conférence en utilisant le bouton Q et R, qui veut dire question-réponse, qui se trouve sur votre écran et non pas le chat ou la discussion. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre conférencière, Hélène Thibodeau, qui préside le conseil d'administration de la QDM depuis l'été 2022. Hélène est atteinte de dégénérescence maculaire liée à l'âge sèche ou DMLA depuis 10 ans et aussi, elle a la forme humide depuis plus de 4 ans. Hélène a donné de nombreuses conférences pour la QDM et elle signe aussi une chronique dans notre bulletin d'information. Hélène Thibodeau est une gestionnaire d'expérience, maintenant retraitée, qui a occupé des postes de direction, de vice-présidence des opérations et de direction générale dans le domaine du transport de personnes au public et au privé. Hélène est aussi une mère et une grand-mère, ce qui est aussi très important. Alors Hélène, je te cède la parole. Merci beaucoup, Sylvie, pour cette belle présentation. Alors, nous allons débuter sans plus tarder. Notre mission à la QDM, c'est d'aider les personnes atteintes de la maladie à mieux vivre avec cette maladie. Alors, on s'est doté d'un énoncé de mission qui consiste à informer, orienter, soutenir les personnes atteintes de dégénérescence maculaire ainsi que leurs aidants, parce que vous savez que les aidants aussi peuvent devenir membres de la QDM. Alors, on s'affaire aussi à défendre l'accès gratuit au dépistage, traitement, soins et nouveaux traitements et aux services de réadaptation, incluant les aides visuelles et les outils technologiques. Pendant cette conférence, nous allons passer en revue l'explication de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, les symptômes, les facteurs de risque, le chemin de la prévention. Je vais vous faire part de mes meilleurs conseils, étant moi-même atteinte de la maladie. Quels sont les traitements possibles? Qu'en est-il de la recherche? Et il y aura une période de questions. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Toutefois, auparavant, je vais aussi vous faire part de mes sources. Je ne possède pas la science infuse, alors j'ai dû m'inspirer de plusieurs sources pour vous préparer cette conférence. Il y a l'information qui était disponible à la QDM, de l'information aussi qui était disponible sur le site Internet de l'Association des optométristes du Québec et le site de Vaincre la cécité Canada, certaines publications de Novartis et Bayer, un livre bien détaillé sur la DMLA des éditions Annika Parence. Il s'agit d'une 2e édition écrite par des ophtalmologistes de renom, Jean-Daniel Arbour, Pierre Labelle et Florian Senlaub. Le médecin conseil de la QDM, Dr. David Lederer, rétinologue et, comme je disais, médecin conseil, et mon expérience personnelle à moi. Donc, nous allons débuter avec une description de la maladie. C'est une maladie dégénérative et progressive de la macula. La macula étant une surface spécialisée située au centre de la rétine. Alors, la macula a un diamètre d'environ 5 mm et l'œil a un diamètre d'environ 1 pouce, c'est-à-dire 2,5 cm environ.
Alors ça nous indique que la macula est une toute petite surface, mais elle est extrêmement importante, elle a une fonction spéciale. C'est cette portion-là de la rétine qui nous permet de voir les fins détails face à nous. Ça nous permet de lire, de conduire un véhicule, de regarder la télévision, de voir les visages des gens, de faire de l'artisanat, de la peinture, du tricot, des fins travaux. La dégénérescence maculaire, c'est la première cause de la perte de la qualité de la vision chez les personnes âgées de plus de 50 ans. Elle est relativement peu connue. Lorsque nous la comparons à la maladie de l'Alzheimer, on s'aperçoit qu'au Québec, il y a environ 500 000 Québécois qui vivent avec la dégénérescence maculaire versus environ 110 000 qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer ou toute autre forme de dégénérescence cognitive. Tout le monde connaît la maladie d'Alzheimer. Bien peu de gens connaissent encore la dégénérescence maculaire. Oui, on l'appelle liée à l'âge, donc c'est la raison pour laquelle la prévalence de la maladie augmente avec l'âge. Par exemple, si on avait dans une salle une centaine de personnes, 25% des personnes de 75 ans et plus seraient atteintes de la maladie. Alors, si on avait une centaine de personnes de 75 ans et plus, il y en aurait au moins 25 sur 100 qui seraient atteintes de la maladie. Je vais vous faire un petit exercice parce que c'est bien important de comprendre quelle est cette vision centrale et comment on définit la vision centrale et qu'est-ce que ça représente. Alors, je vous recommande d'étendre vos bras vers l'avant, pointer vos doigts vers le plafond, coller vos mains ensemble et regarder simplement vos mains. Ce que vous voyez au niveau des mains, c'est ce qu'on appelle la vision centrale. Continuez à regarder vos mains. Vous observez que tout autour, il y a une vision périphérique. Toutefois, c'est une vision qui est moins précise, moins définie que la vision centrale. Alors, c'est au niveau de la vision centrale que la perte d'acuité visuelle se manifeste dès les premiers signes de la dégénérescence maculaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on conserve toujours la vision périphérique. Je me fais souvent demander est-ce que je vais devenir aveugle ou vous l'avez sûrement demandé à vos médecins. Non, on ne devient pas totalement aveugle. Toutefois, la perte progressive de la vision centrale peut devenir une cause de perte d'acuité visuelle importante. On peut on peut être admissible aux critères de cécité légale lorsqu'on n'a plus de vision centrale. Il y a des normes, les optométristes, les ophtalmos sont au courant. Il s'agit d'une vision de 20 sur 200, de moins de 20 sur 200 dans les deux yeux. Donc, non, on ne devient pas aveugle, mais la perte de vision centrale peut être extrêmement handicapante. Il faut comprendre qu'il y a deux formes de dégénérescence. Il y a la forme sèche, qui est la moins sévère, environ 90% des cas, et la forme humide, qui est la plus sévère, environ 10% des cas. Ce qui est important de savoir, c'est que chaque forme peut se développer dans un seul œil ou dans les deux yeux. C'est indépendant, même que la progression souvent n'est pas la même d'un œil à l'autre. Un œil peut la perte d'acuité visuelle peut se développer plus rapidement, tandis que dans l'autre, c'est plus lent, c'est individuel. Les deux formes sont sans douleur, d'où l'importance d'en reconnaître les premiers signes et symptômes. Avant d'aller plus loin dans les signes et symptômes, j'aimerais que vous compreniez bien le processus de la vision. Alors ici, j'ai un œil et à gauche, on voit l'iris, la pupille, la cornée, le cristallin. Alors, le processus de la vision, c'est les images se développent au niveau de la rétine parce que la lumière qui entre dans l'œil, lumière, c'est-à-dire les images que l'on regarde avec l'éclairage qu'on possède au moment où on la regarde, entre dans l'œil en passant à travers la pupille, la cornée, le cristallin pour frapper la rétine. Lorsque
cette lumière-là frappe la rétine dans la zone périphérique. C'est ce qui nous donne la vision périphérique. Au niveau de la macula, c'est ce qui nous donne la vision centrale. Et toute cette information-là d'image est transmise au cerveau via le nerf optique. Et c'est un processus instantané. Le cerveau développe les images. Donc, s'il y a un problème au niveau de la cornée, il y a certaines maladies qui touchent la cornée, qui causent une vision embrouillée, qui passe à travers la pupille et le cristallin. Le cristallin, lorsqu'il devient opaque, on appelle ça une cataracte. Et les autres maladies de la rétine, comme par exemple euh, un déchirement, un décollement, ben, tout ça, ça peut affecter la qualité des images transmises au cerveau. Donc, lorsqu'on se lève un bon matin et qu'on voit moins bien ou que progressivement on constate que notre acuité visuelle se détériore, ben, nous ne sommes pas des experts, nous ne pouvons pas s'auto-diagnostiquer et dire ah, ça doit être mes lunettes, je vais aller les faire changer. Seul un professionnel de la santé peut diagnostiquer chez vous une maladie de la cornée, une cataracte pour le cristallin ou toute autre maladie de la rétine et de la macula. Donc, c'est important de comprendre que un professionnel de la vision, c'est le spécialiste à diagnostiquer les problèmes d'acuité visuelle. Maintenant, au niveau de la forme sèche, comme je vous disais tantôt, 90% des gens atteints ont la forme sèche. La bonne nouvelle, c'est qu'elle progresse lentement, plus lentement que la forme humide. Elle est la plus fréquente et survient lorsqu'il y a une formation de drusènes, des petits dépôts jaunâtres. On va voir ça avec des images plus loin, dans une des couches les plus profondes de la rétine. Et c'est lorsque ces drusènes-là s'accumulent, c'est ça qui commence à perturber les couches supérieures de la rétine, les photorécepteurs, et ça induit des zones vides ou des zones embrouillées au niveau de la vision centrale. À un stade avancé et plus rare, des portions de la macula s'atrophient. On appelle cela de l'atrophie géographique. Ce qui est important de souligner, c'est pas tout le monde qui a la forme sèche qui va développer de l'atrophie géographique. Et même si on développe de l'atrophie géographique, cette forme-là aussi avancée de la maladie progresse lentement. Il n'est pas rare de voir des personnes conserver une bonne acuité visuelle sans être parfaite, une relative bonne acuité visuelle jusqu'à l'âge de 80-85 ans. Maintenant, voici mes fameuses images. Je trouve ça important de comprendre avec une image ce qui se passe au niveau de la maladie dans les couches profondes de la rétine. Alors, à gauche, vous avez une photographie d'un fond d'œil. D'ailleurs, lorsque vous allez pour votre examen en optométrie, habituellement, l'optométriste le propose. C'est un examen qui n'est pas couvert par la RAMQ. Toutefois, c'est important de le faire parce que à gauche, vous voyez un fond d'œil normal et à droite, vous voyez un fond d'œil atteint de DMLA. On voit les petits dépôts jaunâtres qu'on appelle les drusènes. Je vous ai mis aussi une vue en tranche de la macula, une coupe axiale. Ce qui est important de comprendre, c'est que la rétine comporte plusieurs couches. La choroïde, qui est la zone mauve et rouge, c'est la zone où on retrouve tous les vaisseaux sanguins de l'œil. Alors, l'œil est un organe très, très vascularisé, donc c'est important de conserver une bonne circulation sanguine. Puis on va voir tantôt au niveau de la prévention ce que ça peut faire. Il y a une petite membrane de Brooke, qui est la petite ligne fine verte que l'on voit, et une zone extrêmement importante de cette couche axiale, c'est l'épithélium pigmentaire rétinien. Alors, c'est dans cette zone-là, cette membrane-là a une fonction très importante. C'est la fonction de nettoyer l'œil de tous les déchets occasionnés par le fonctionnement des photorécepteurs. Les photorécepteurs, c'est la couche supérieure qu'on voit. Puis, si on se rappelle nos cours de biologie, on voit qu'il y a des cônes et des bâtonnets. Alors, ce sont ces photorécepteurs-là qui transforment, qui développent les images transmises à notre cerveau. C'est un peu le fonctionnement d'une caméra argentique.
Alors, à droite, on voit les drusènes qui se développent sous le PR, l'épithélium pigmentaire rétinien, et c'est ce qui cause la perte d'acuité visuelle. Ça embrouille la vision, ça occasionne des pertes de vision au niveau de la macula. Il y a aussi la forme humide qu'on va voir aussi avec des images. C'est seulement 10% des gens qui sont atteints de la maladie qui la développent. Toutefois, contrairement à la forme sèche, elle progresse rapidement. Il s'agit d'une urgence ophtalmologique. Pourquoi elle progresse rapidement? Parce que dans la forme humide, des vaisseaux sanguins anormaux se développent sous la rétine et comme ils sont fragiles, ils vont saigner et suinter, provoquant dans notre champ visuel des distorsions des lignes droites et des courbes ondulées et un ombrage, je dirais, assez noir, gris, entre gris pâle et gris très foncé, affecte la vision centrale. Je représente encore avec une image la forme humide de la maladie. À gauche, on voit que c'est un œil totalement normal. À droite, on voit que il y a les drusènes qui proviennent de la forme sèche, mais il y a aussi des petites taches rouges qui proviennent de saignements liés à la production de vaisseaux sanguins anormaux. Et on voit que la couche de la rétine, l'épithélium pigmentaire rétinien, est de beaucoup plus affecté que dans la forme sèche. Je mets les deux photos côte à côte, à gauche DMLA sèche, à droite DMLA de forme humide. Et la forme humide, elle survient habituellement, rapidement. Tout d'un coup, les vaisseaux sanguins se forment, ils saignent et suintent. C'est une urgence ophtalmologique. Lorsque nous avons cette forme-là, il faut consulter dans la même semaine de l'apparition des symptômes. Maintenant, comment on fait pour s'apercevoir qu'on a ça? Euh, Avant de vous parler là, des symptômes de la DMLA humide, je vais vous toucher un petit mot sur la dégénérescence maculaire myopique qui ressemble beaucoup à la DMLA humide. C'est une maladie maculaire caractérisée par une myopie sévère causée par un étirement du globe oculaire. Vous savez que les myopes développent là, un étirement du globe oculaire et ça entraîne un amincissement de la sclérotique et de la rétine. Ça provoque un déchirement de la macula et ça induit des saignements sous-rétiniens. C'est aussi une cause majeure de perte irréversible de vision, d'où le mot dégénérescence myopique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le même traitement que pour la forme humide et presque les mêmes symptômes. Donc, je reviens aux symptômes en général de la DMLA sèche et humide. C'est une vision embrouillée ou floue. Principalement dans la forme humide, les lignes droites semblent ondulées et déformées. Nous avons graduellement un contraste ou une sensibilité aux couleurs moins vives. On a une grande difficulté à voir de loin. C'est cette vision-là qu'on perd en premier. Il y a des petites taches aveugles au centre du champ visuel. On observe une augmentation de la sensibilité à la lumière vive et une difficulté d'ajustement en passant de la lumière vive à la lumière tamisée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'auto-tester avec la grille d'Amsler. On doit vérifier un œil à la fois. Alors, j'ai cette fameuse grille. Ce qu'il faut faire, en gardant nos lunettes, on teste un œil à la fois, on bloque un œil, on regarde le point noir au centre et nous devons déterminer si les lignes demeurent droites, si elles sont ondulées et s'il y a des distorsions ou s'il y a des taches, des points morts dans l'image. C'est un signe qu'il faut consulter rapidement. Lorsque nous avons un changement important de vision avec cette grille, on doit consulter rapidement. On recommence l'exercice en bloquant l'autre œil, on fait les mêmes observations et il est recommandé de faire cette grille à chaque jour. Vous me direz, c'est beaucoup à chaque jour. Bien, au moins, on peut la faire 2, 3 fois par semaine. Mais c'est important de commencer à s'auto-diagnostiquer et de voir si on a des changements dans notre vision.
Maintenant, quels sont les facteurs de risque? Il y en a plusieurs. C'est une maladie, on appelle ça DMLA, liée à l'âge. Donc, l'âge, c'est un facteur de risque. Le sexe féminin, malheureusement. Les yeux clairs. Pourquoi les yeux clairs? Mais parce que les yeux bleus, par exemple, lorsqu'on est exposé à la lumière du soleil, laissent entrer plus de rayons UV que les yeux bruns. Les antécédents familiaux, l'exposition au soleil, l'hypertension artérielle et un taux élevé de cholestérol sanguin et le tabagisme. Maintenant, une fois qu'on sait tout ça, est-ce que parce qu'il y en a dans ma famille, est-ce que parce qu'il y a de la dégénérescence maculaire, est-ce que moi aussi je vais la développer? Au niveau de la génétique, il n'y a pas qu'un seul gène qui a été identifié pour la dégénérescence maculaire, il y en a plusieurs. Donc, il n'est pas dit que parce qu'on a ces gènes-là défectueux, qu'on va développer la maladie. Nos chances sont plus élevées et c'est la raison pour laquelle on va beaucoup insister aujourd'hui sur la prévention et le fait d'avoir de saines habitudes de vie. Je crois sincèrement que ça peut ralentir la progression de la maladie et aussi ralentir son apparition. J'observe, je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui développent la maladie vers l'âge de 75, 80, 85, même la forme humide, on constate que chez des gens que ça arrive seulement à l'âge de 80, 85. Toutefois, j'ai vraiment pas été chanceuse, j'ai pas tiré le bon numéro à la loterie. J'ai commencé à développer la forme sèche il y a une dizaine d'années, puis la forme humide d'environ 5 ans, bien avant 70 ans. Donc, dans mon cas, c'est extrêmement triste. Toutefois, j'aime croire que parce que j'ai de bonnes habitudes de vie et j'aime croire que je ralentis tout de même la maladie, puis on va voir comment c'est important pour préserver l'acuité visuelle. Donc, la première chose à faire, c'est de cesser de fumer si on fume. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi numéro un. Ça diminue le taux d'oxygène dans le sang, puis ça induit la production de radicaux libres. La production de radicaux libres, c'est ce qui empêche nos cellules de bien fonctionner. Donc, on l'a vu tantôt, l'œil est très vascularisé, les photorécepteurs sont considérés comme des cellules et lorsque ça ne fonctionne plus bien, l'EPR ne fait plus bien son travail et il y a un mauvais fonctionnement puis les drusénes apparaissent. Bien s'alimenter, il y a beaucoup d'images colorées. En fait, il faut cuisiner. Il faut privilégier les aliments riches en lutéine, zéaxanthine, bêta-carotène, vitamine C, E, zinc, fibres, gras sains et oméga 3. Euh, Vous pouvez voir, toutes ces vitamines-là se retrouvent en quantité importante dans les légumes et les fruits les plus colorés. Donc, on choisit ça avant de choisir autre chose. Puis, on a ici des petites carottes. Nos mères nous ont souvent dit, quand on était jeunes, mange tes carottes, c'est bon pour les yeux. Ben, c'était vrai. Euh, on parle aussi de gras sains oméga 3. Est-ce que c'est bon pour les yeux? Ben, c'est pas nécessairement bon pour la dégénérescence maculaire, mais c'est bon pour la circulation sanguine. C'est un anti-inflammatoire. Donc, indirectement, c'est bon pour euh, la circulation sanguine dans l'œil, mais c'est aussi bon pour les yeux secs. Quelqu'un qui a les yeux secs, sa situation s'améliore grandement en prenant des oméga 3. Comment bien protéger ses yeux? J'ai dit tantôt qu'une des causes de la dégénérescence maculaire, c'était le soleil, la lumière UV du soleil. Alors, il faut bien se protéger du soleil, même si c'est nuageux. On doit porter des verres solaires, un chapeau, une casquette, une visière. Maintenant, quel verre solaire choisir? Ben, avec l'aide de son optométriste, on lui demande de nous recommander ce qu'il y a de mieux pour nous. On choisit les verres anti-lumière bleue, les verres polarisés qui nous aident à voir en hiver lorsqu'il y a de la neige ou les surfaces d'eau l'été.
Et le choix de la teinte des verres est extrêmement important. On doit choisir la teinte brune parce que elle absorbe davantage de lumière bleue. Elle permet aussi d'augmenter la luminosité perçue, c'est-à-dire les contrastes, ce qui est utile pour nous, les personnes qui présentent des cataractes ou des problèmes de rétine de DMLA, comme par exemple lorsque on porte des verres solaires de teinte brune. À l'extérieur, c'est un constat immédiat. Les couleurs sont plus vives, les fleurs sont plus colorées parce qu'avec la DMLA, on perd ce contraste-là au niveau des couleurs. Donc, on privilégie la teinte brune. Prendre des vitamines lorsqu'indiqué. Une des premières choses qu'un optométriste va vous dire lorsqu'il va constater sur votre photo de fond d'œil l'apparition de drusène, c'est de prendre des vitamines. C'est important de le faire. C'est certain qu'il y a des personnes qui vont dire, moi, j'ai pas besoin de ça, je m'alimente bien. Mais on peut jamais, dans un programme d'alimentation, aussi bon soit-il, prendre les quantités recommandées par l'étude AREDS2. C'est l'étude sur le Age-Related Eye Disease Study, tout. On ne pourra jamais prendre toutes les quantités recommandées à travers notre alimentation. Donc, il y a 2 formules qui ont été développées. En fait, ce n'est pas vraiment 2 formules, c'est 2 comprimés. Un, c'est le Vitalux, c'est un comprimé. 2, c'est Préservision, c'est une gélule. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 formules contiennent exactement les mêmes ingrédients et on choisit le comprimé que l'on préfère, c'est-à-dire celui qui est le plus facile à avaler pour nous. Par exemple, le Vitalux, moi, je le trouve un peu trop gros. Alors, j'ai choisi Préservision, qui est une petite gélule facile à avaler. Est-ce qu'on doit prendre des oméga-3 en plus? Oui, j'en ai parlé tantôt. C'est un anti-inflammatoire et ça améliore la problématique des yeux secs. Alors, l'étude a prouvé que, par exemple, sur une période de 5 ans, la maladie avait été ralentie d'au moins 25 %. Donc, c'est important de ralentir la maladie. C'est important de ne pas commencer à développer les symptômes les plus graves trop jeunes parce que l'objectif, lorsqu'on est diagnostiqué de la dégénérescence maculaire, c'est de conserver une bonne acuité visuelle. Bien que j'ai la forme grave de la maladie, c'est-à-dire la sèche et la forme humide, j'ai tout de même, je conserve une bonne acuité visuelle. J'essaie de la ralentir le plus possible. Ça semble fonctionner pour le moment. Mais c'est important, si on peut préserver notre acuité visuelle, ben, ça peut signifier en bout de ligne 2 ans, 3 ans ou 4 ans de meilleure acuité visuelle. Meilleure acuité visuelle signifie meilleure autonomie de vie, meilleure indépendance. C'est ce qu'on cherche à préserver. Maintenant, quels sont mes meilleurs conseils? Je suis qui, moi, pour vous donner des conseils? Ben, je suis une patiente comme la plupart des membres de la QDM atteinte de la maladie. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut consulter régulièrement un professionnel de la vision, soit un optométriste ou un ophtalmologiste. Ne pas hésiter à demander un deuxième avis. Vous savez, lorsqu'on ne se sent pas écouté par un médecin, lorsqu'on croit qu'il n'est pas sensible à nos symptômes, qu'il ne nous écoute pas, il faut demander un deuxième avis. Je ne dis pas de faire ça tout le temps, mais des fois, c'est nécessaire. Dans mon cas, je l'ai fait et c'était nécessaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour diagnostiquer une maladie de la rétine et de la macula, seule une tomographie par cohérence optique donne une image précise de l'état de la rétine au niveau de la macula. Et seul cet examen-là va offrir un diagnostic sûr à 100% sur l'état de la rétine. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a plusieurs bureaux d'optométrie qui offrent le test. Oui, il faut payer pour faire ce test-là, mais c'est moins cher dans un bureau d'optométrie que dans un bureau d'ophtalmologiste, probablement parce que
les coûts d'interprétation d'images, de lecture d'images sont plus onéreux avec un spécialiste. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est sans danger, c'est une cohérence optique, c'est-à-dire ce sont des faisceaux de lumière qui évaluent l'état de la rétine, l'épaisseur. C'est pas comme par exemple un scan ou une radiographie, ce n'est pas dommageable. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a passé notre test, une fois qu'on a été diagnostiqué de la maladie, ben un de mes conseils, c'est d'apprendre à utiliser toutes les technologies aidant à la basse vision pendant que notre vision est encore bonne, acceptable. C'est plus facile d'apprendre à naviguer à travers les menus des applications lorsqu'on voit bien que lorsqu'on voit moins bien. Donc, nous, à la QDM, on met beaucoup d'emphase là-dessus et on s'engage dans la prochaine année à vous offrir encore plus d'informations sur ces technologies et toutes les aides à la basse vision. Il faut aussi apprendre à se détendre et à profiter de la vie. Pourquoi? C'est important lorsqu'on est malade d'éviter de dramatiser notre situation. Il faut l'accepter, comme je l'ai fait. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai accepté. Et je, dans ma vie quotidienne, j'essaie d'aider les autres. Ce que je fais aujourd'hui avec vous, ça m'aide beaucoup. Et deux, ben, j'essaie de faire beaucoup de prévention au niveau de mes habitudes de vie. Mais aussi, joindre la QDM, ça me permet de briser l'isolement puis de partager mon vécu avec d'autres personnes. Et vous, en joignant la QDM, vous pourriez faire de même. Il y a beaucoup d'activités offertes par la QDM. Il y a la formation sur la technologie et les aides visuelles à la basse vision. On a du yoga, on peut avoir de la méditation. Suivez-nous et inscrivez-vous, c'est gratuit. Il faut aussi être conscient que notre vision peut se détériorer au fil des ans. Alors, c'est important de bien planifier son avenir au niveau de l'habitation, au niveau des transports, développer son réseau de proches aidants et connaître les différents organismes de notre région qui offrent des services. Autre point important, ne pas cesser ses traitements, comme par exemple, on sait que la dégénérescence maculaire humide est traitée par des injections. On va le voir plus loin. Souvent, on observe que des personnes vont arrêter. Je me fais dire, mais moi, j'arrête mes traitements parce que ça donne rien. Ça n'améliore pas, ça ne guérit pas et ça ne redonne pas de l'acuité visuelle. Ça contrôle l'activité des néovaisseaux sanguins qui empêchent les hémorragies, le suintement, qui empêche la macula de devenir enflée, d'avoir des distorsions dans l'image. Ça contrôle l'activité de la maladie. Donc, penser qu'il n'y a pas de gain visuel, c'est faux. Le contrôle de la maladie est aussi important que le gain d'une acuité visuelle parce que plus on sera contrôlé, mieux on sera contrôlé, bien, plus lentement la progression de la maladie va se faire. Donc, il ne faut pas cesser ces traitements, même si on pense que ça ne donne rien. Et tester sa vision régulièrement avec la grille d'Amsler et consulter lors de tout changement. Maintenant, quels sont les traitements possibles? Malheureusement, pour la forme sèche, il n'y a pas de traitement curatif, mais il faut avoir une conscience en mode prévention. Comme je vous disais tantôt, dans mon quotidien, je fais tout ce que je peux pour m'alimenter sainement, faire de l'exercice, garder un poids santé, ne pas fumer et prendre des vitamines. Je dis toujours aux gens, faites pour vos yeux ce que vous feriez pour votre cœur. Donc, toute cette diète-là, tout ce mode de vie-là, c'est le même mode de vie que pour préserver notre santé cardiaque. En faisant ça, on préserve aussi notre santé visuelle.
Je vous ai dit qu'il y avait pas de traitement pour la forme sèche. Toutefois, pour l'atrophie géographique, qui est une forme avancée de la forme, sèche, qu'on ne va pas observer chez toutes les personnes qui ont la dégénérescence maculaire. Ça, c'est quelque chose que vous devriez demander à votre médecin. Est-ce que je fais aussi l'atrophie géographique? Alors, l'atrophie géographique, c'est vraiment là, une perte de cellules au niveau de la macula. C'est la mort de certaines cellules. Ça aussi, c'est une forme qui progresse lentement, mais il y a un nouveau médicament, le Syfovre, qui est en processus d'approbation par Santé Canada, qui est déjà utilisé aux États-Unis depuis 2023. C'est aussi une injection intravitréenne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne guérit pas la maladie. Toutefois, les études ont démontré qu'il peut ralentir la progression d'environ 25 sur un an, puis les effets seraient cumulatifs d'année en année. Je vous l'ai dit tantôt, une progression plus lente de la maladie, que ce soit par traitement de médicaments ou de saines habitudes de vie, peut signifier quelques années de plus d'une vision acceptable pour demeurer autonome. Et un deuxième médicament est prévu pour 2024, l'Izervay. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas encore approuvé par Santé Canada. Maintenant, quels sont les traitements possibles pour la forme humide? J'en ai parlé tantôt. Il s'agit d'une injection intravitréenne d'un médicament anti-angiogénique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça empêche la formation des nouveaux vaisseaux sanguins anormaux. Ce qu'il faut savoir, ça ne guérit pas, mais ça contrôle la maladie en empêchant la formation de ces nouveaux vaisseaux sanguins anormaux. Il y a 2 nouveaux médicaments qui sont disponibles qui permettent d'allonger l'intervalle entre les injections. Quel est le protocole d'injection? Normalement, lorsqu'on commence un traitement pour la forme humide, le protocole, c'est une injection à chaque mois pendant 3 mois et par la suite, il y a l'allongement de l'intervalle entre les injections qui est prescrit par le médecin, dépendamment des résultats de votre scan, dépendamment des résultats sur l'activité de la maladie. Ces nouveaux médicaments-là, le Vabysmo, qui est déjà approuvé au Québec, va permettre un intervalle plus long, pouvant aller jusqu'à 3 à 4 mois. Toutefois, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, mais ça fonctionne pour peut-être 75 des patients. Aller se faire injecter, par exemple, à chaque mois. Dans mon cas, je suis injectée à chaque mois, ça fait 5 ans. Je ne suis pas encore en mesure d'allonger l'intervalle entre mes injections parce que ma maladie est trop active. Mais si c'est ce que je dois faire pour préserver mon acuité visuelle et empêcher ma maladie de s'aggraver, eh bien, je le ferai. Est-ce que je le fais avec joie? Non, mais je le fais avec sérénité. C'est-à-dire, je l'accepte parce que je sais que ça préserve mon acuité visuelle et mon autonomie. Il y a un autre médicament qui est en processus d'approbation, c'est l'Eylea. L'Eylea existe déjà en concentration de 2 mg. Le 8 mg va permettre d'allonger l'intervalle entre les injections. Je vous ai fait la liste aussi des médicaments pour la forme humide. Il y en a plusieurs. Alors, il faut penser que lorsque les injections ont débuté il y a 15 ans environ, maintenant c'est 16, il y avait seulement 2 molécules de disponibles, c'est-à-dire l'Avastin et le Lucentis. C'est ajouté à ça l'Elia, le Biovu, le Vabysmo et le Biovis. Donc, c'est vraiment votre médecin traitant qui choisit le meilleur médicament pour vous. Il faut lui faire confiance. Il y va avec son expérience clinique et c'est quelque chose aussi que vous pouvez discuter avec lui, mais chaque médicament comporte ses risques et ses avantages. Je mets un petit peu d'emphase sur le Biovis, qui est le biosimilaire de Lucentis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est maintenant approuvé depuis juillet 2023 et au niveau de la RAMQ,
c'est certain qu'il y a des modalités de transition du Lucentis à Biovis parce que c'est le biosimilaire de Lucentis. Mais parce que c'est un biosimilaire, il est moins coûteux. Donc, c'est sûr que la RAMQ va privilégier l'utilisation du biosimilaire. Toutefois, il y a quand même certaines règles qui ont été définies et qui sont acceptables. Et la bonne nouvelle, c'est que le BioVis est aussi performant que le Lucentis. Donc, il n'y a pas de dégradation dans le traitement puis l'état du patient lorsqu'on utilise le BioVis. Alors, je vous épargne les détails des règles prévues par la RAMQ. Vous pouvez en discuter avec votre médecin. Maintenant, qu'en est-il de la recherche? Ben, ça bouge beaucoup. Je serai brève parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas une spécialiste, je n'ai pas de formation en biologie ou en médecine. Donc, la thérapie génique, c'est l'avenue la plus. Ce sont des avenues prometteuses parce qu'il y a 3 segments où la thérapie génique peut intervenir. On remplace les gènes défectueux. Il y a des gènes qui peuvent être introduits dans les cellules de la rétine pour les préserver notamment l'EPR, l'épithélium pigmentaire rétinien au niveau de la macula, et introduire des cellules rétiniennes des gènes qui leur donneront l'ordre de produire leur propre anti-angiogénique. Ça remplacerait les injections. Il y a aussi les cellules souches, qui est une médecine régénérative. C'est une capacité à pouvoir répliquer un organe. On parle de régénération de l'épithélium pigmentaire rétinien. Et même, par exemple, quelqu'un qui aurait la rétinite pigmentaire, bien, une régénération de toutes les cellules de la rétine. Et il y a les traitements pour l'atrophie géographique qu'on a parlé tantôt, qu'on va surveiller pour vous. Alors, je vous dirais en résumé, il faut garder espoir, monitorer avec son médecin l'évolution de sa maladie, favoriser la prévention par de saines habitudes de vie et devenir membre de la QDM. Alors, pour devenir membre, bien, vous pouvez consulter notre site Internet, vous pouvez nous téléphoner et vous verrez probablement dans vos cliniques d'ophtalmologie des informations sur le programme Mieux vivre avec la dégénérescence maculaire. C'est une collaboration avec les médecins ophtalmologistes du Québec. Alors, ceci met fin à ma présentation. On va passer à la période de questions. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Hélène, pour ta présentation bien claire. Oui, on a reçu quelques questions et plus celles que les gens avaient posées aussi à l'avance dans certains cas lors de leur inscription. Donc ici, il y en a une. Quand on a la dégénérescence maculaire, est-ce qu'on est toujours en mesure de lire? C'est une excellente question. Oui, on est toujours en mesure de lire. Toutefois, ça devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que notre vision devient embrouillée et on perd le contraste des couleurs. Donc, si je prends mon cas à moi, je ne suis plus en mesure de lire de livres papier. Oui, je suis capable de lire un petit paragraphe. J'ai encore une assez bonne acuité visuelle, mais j'ai beaucoup moins de contraste qu'auparavant. Donc, lire me fatigue énormément. Alors, ce que je fais, je lis maintenant seulement sur une liseuse ou une tablette. Et l'important, c'est de bien faire examiner sa vue, de faire ajuster nos verres pour avoir une vision optimale tant de près que de loin. Mais on s'aperçoit au fil du temps que même si on a des verres bien ajustés, je vous dirais que je les ai fait ajuster l'été dernier et mon constat, ça a été: ah oui, maintenant je vois bien comment mal je vois. La déformation des lettres, des images, les plus petites nuances de perte de vision, on les voit. Donc, oui, on peut lire, mais il faut s'aider. Tablette, liseuse et grossir les caractères. Ben, écoute, la deuxième question qu'on a ici, c'est une dame qui te remercie pour ton très bel exposé. Elle demande aussi, pouvez-vous nous présenter quelques technologies qui aident à la basse vision? Bien, ça, c'est une question, encore une fois, une bonne question, mais une question à plusieurs volets. Lorsqu'on est diagnostiqué basse vision, on va être référé à un centre de réadaptation, mais là, c'est vraiment lorsqu'on est rendu
très, très, très affecté. Toutefois, avant de se rendre là, oui, c'est vrai qu'on voit moins bien et il n'y a pas encore au Québec beaucoup d'optométristes spécialisés en basse vision. Toutefois, il y a des aides visuelles qui existent. La première aide visuelle qui existe, c'est celle qu'on observe sur nos ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones. Il y a des fonctions d'accessibilité à travers les téléphones. Il y a des loupes. Moi, par exemple, j'ai un iPhone et déjà, comme je vous disais, j'ai perdu beaucoup de contraste. Déjà, à travers les fonctions d'accessibilité, j'ai grossi tous mes caractères, j'ai mis tous les caractères, toutes les lettres en gras. J'ai augmenté les contrastes. C'est des choses qu'on peut faire, mais il y a des aides encore plus spécialisées que je connais pas tellement. Je sais qu'il y a des loupes, je sais qu'il y a des règles, je sais qu'il y a des liseuses. Et ça, je pense qu'on a un travail à faire à la QDM de vous informer à cet égard sur toutes les aides visuelles possibles avant de se rendre en centre de réadaptation. Oui, en fait, en complément à ce que tu dis, j'invite les gens, d'une part, à aller sur notre site web, dans la section sur s'adapter. On voit différentes ressources, notamment il y a l'INCA, INCA. INCA, c'est l'Institut canadien national pour les aveugles. L'aveugle n'est pas nécessairement quelqu'un qui n'a plus de vision, comme tu mentionnais, mais qui est en limitation visuelle. Et ils offrent des cours de technologie virtuelle. Ils ont aussi certaines activités en présence à Montréal et un hub mobile, des tournées qu'ils font au Québec pour présenter des aides visuelles. Donc, tout ça est aussi intéressant. Vous aurez accès à cette information de référence sur notre site web. On a souvent aussi des questions, on avait ça la dernière fois aussi sur les vitamines, la lutéine. Est-ce que toutes ces vitamines-là peuvent nous aider à prévenir? Tu nous parlais d'essayer de ralentir la progression, mais est-ce qu'on peut prévenir le développement de la Ouais. maladie grâce à une concentration de nutriments et de vitamines? C'est une bonne question, mais il n'y a pas d'études, puis non, on ne peut pas prévenir par la prise de vitamines le fait qu'on développe ou pas la dégénérescence maculaire. Ça n'a pas été démontré par aucune étude scientifique, mais je reviens aux facteurs de risque, l'âge, la génétique, le soleil, les bonnes habitudes de vie, les yeux bleus. Ça, c'est ce qu'on peut faire de mieux et c'est supérieur à la prise de vitamines, avoir de saines habitudes de vie, de saines habitudes alimentaires. C'est ce qu'on peut faire de mieux pour prévenir le développement de la maladie et c'est ce qu'on peut faire de mieux pour ralentir la progression de la maladie une fois qu'on l'a. Mais le simple fait de prendre des vitamines ne va pas prévenir l'apparition de la maladie. Merci. Il y a une dame ici qui nous dit, pouvez-vous m'expliquer pourquoi j'ai la dégénérescence maculaire humide dans un œil et la sèche dans l'autre œil? OK. Ben oui, ce qui arrive, c'est que lorsque on commence à avoir des symptômes de la dégénérescence maculaire sèche, puis ça, c'est la photo du fond d'œil qui va le démontrer, hein. Je vous ai montré tantôt la photo que l'optométriste peut prendre ou l'ophtalmo. Lorsque on commence à avoir la forme sèche, ce sont des petits dépôts jaunâtres, qu'on voit sur la photo. Ce qui est important de savoir, c'est que chaque œil n'est pas affecté au même moment et chaque œil ne va pas progresser de la même façon. C'est totalement indépendant d'un œil à l'autre. Donc, la forme humide qui s'est développée dans un œil, cet œil-là a toujours la forme sèche en arrière-plan. La forme humide, c'est une complication, c'est une aggravation de la forme sèche par l'apparition de vaisseaux sanguins anormaux. Donc, c'est plate de l'avoir dans un œil, mais c'est mieux de l'avoir dans un œil que dans les deux parce que votre vision, votre espérance de bonne acuité visuelle est moins compromise en l'ayant juste dans un œil. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la progression de la maladie, l'apparition, le développement est totalement indépendante d'un œil à l'autre. En complément d'information ici encore, j'invite
nos participants à aller voir sur notre site web. Il y a la conférence qui a été donnée le 23 janvier par le docteur Marc-André Réaume sur l'atrophie géographique qui va plus en profondeur et qui explique qu'environ 10-15% des gens qui ont la dégénérescence maculaire sèche vont développer la forme la plus avancée. Donc, ce n'est pas tout le monde non plus qui va se retrouver là. Et le 20 février, on aura une autre conférence qui ira plus en profondeur sur la dégénérescence maculaire humide et ses traitements avec Dr Karim Amamji. Donc, vous aurez plus d'approfondissement sur les deux formes avancées de dégénérescence maculaire avec ces conférences. Tu nous mentionnais tantôt l'importance de vérifier régulièrement la grille d'Amsler. Donc, dans le fond, tu nous as parlé, bon, quand on est atteint, c'est quelque chose qu'on devrait faire pour voir comment la maladie, de quelle façon la maladie pourrait évoluer, si on pourrait développer la forme humide ou l'atrophie géographique où on voit quand même la différence de couleur dans le blanc qui est plus blanc mais qui devient gris au centre de notre grille. Est-ce qu'on recommande ça aussi pour le dépistage, par exemple, dans le cas des gens pour qui c'est héréditaire? Est-ce qu'on devrait en parler à ses enfants? Est-ce qu'on devrait en parler autour de soi pour que les gens suivent l'évolution possible? Peut-être que ça ne sera pas le cas, mais en tout cas, il y a un risque accru, comme tu mentionnais plus tôt. Oui, c'est certain que notre optométriste nous dit, bon, vous avez la DMLA de forme sèche, je vous donne une grille d'Amsler, vérifiez votre vision régulièrement, mais c'est quelque chose qu'on peut faire, surtout s'il y en a dans notre famille, bien avant d'avoir un premier dépistage. La grille d'Amsler pourrait ou même devrait devenir un automatisme dès l'âge de 50 ans pour vérifier l'état de notre vision au niveau de la macula, parce que c'est ce que ça fait. La grille d'Amsler vérifie la vision centrale et on regarde un petit point noir, puis c'est là qu'on peut voir si, il y a des zones ondulées, distorsionnées et ombragées. Ben, c'est quelque chose qu'on peut faire, même si on n'a pas la maladie, puis ça va nous permettre de dépister les premiers symptômes, de prendre connaissance des premiers symptômes. Sûrement surtout s'il y en a dans la famille, on devrait le faire au moins à partir de l'âge de 50 ans. Et en complément d'information, la grille d'Amsler se trouve sur notre site web. Sur la page d'accueil, vous allez trouver une information sur l'auto-examen. C'est la grille d'Amsler. Vous pouvez cliquer là-dessus, vous pouvez l'imprimer et le mettre sur votre réfrigérateur, votre armoire de cuisine pour l'avoir à la vue, pour y penser. Parce que c'est toujours ça aussi, hein, il faut y penser aussi. Tu mentionnais tantôt les lunettes de soleil, la protection pour les rayons UV. Des fois, les gens disent, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça l'hiver? Tu sais, l'hiver, mettons que c'est nuageux. Est-ce que j'ai vraiment besoin de porter des lunettes, un chapeau pour éviter que le soleil entre par le haut? Pourquoi porter des lunettes de soleil, quand le faire? Oui, ben, on dit qu'il faut en porter même lorsque nuageux. Pourquoi? Parce que les nuages n'empêchent pas les rayons UV du soleil de passer à travers les nuages. Donc, même si c'est nuageux, les rayons sont toujours là. Et pourquoi il faut se protéger? Parce que, je vous donne un exemple, lorsqu'on fait des recherches en laboratoire et qu'on utilise des souris, pour leur donner la dégénérescence maculaire, on les expose aux rayons UV. Donc, limiter l'exposition aux rayons UV, c'est quelque chose qu'on devrait faire, même lorsque nuageux, parce qu'il passe toujours à travers les nuages. Mais aujourd'hui, c'est mode de porter des verres solaires. Il faut choisir la bonne couleur. Puis ce qu'on a sur le marché qu'il n'y avait pas auparavant, ce sont des surlunettes qui protègent le dessus et les côtés. On met ça par-dessus nos lunettes de prescription. Moi, j'en ai et je les apprécie beaucoup pour conduire la voiture parce que souvent, on a des rayons lumineux du soleil dans les côtés, le dessus, puis on est plus sensible aussi avec la dégénérescence maculaire aux rayons UV, à la lumière vive. Donc, c'est extrêmement confortable de porter ces lunettes-là et ça protège nos yeux de tout dommage ultérieur avec les rayons UV. Merci, Hélène. On va prendre une dernière question.
Ici, une dame dit: «Je ne vois pas bien dans le noir depuis, mon enfance». Est-ce que ça veut dire que j'avais la dégénérescence maculaire, peut-être liée à l'âge à ce moment-là? Ben, moi, je suis pas médecin, mais ce que je connais de la vision nocturne, c'est que la vision nocturne, elle est favorisée par, la qualité des photorécepteurs, les cellules rétiniennes. Et qu'est-ce qui favorise la qualité de la vision nocturne? C'est vraiment la vitamine que l'on retrouve dans les carottes, le bêta-carotène et la vitamine A. Lorsqu'on voit pas bien dans le noir, ben, c'est un problème de photorécepteurs, c'est un problème de vitamines, de pas avoir suffisamment là, une bonne alimentation quand on est jeune. Mais pour votre cas spécifique, je ne sais pas si vous avez la maladie, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé à un médecin, mais comme je disais d'entrée de jeu, je ne suis pas une professionnelle de la santé. Moi, je vous recommanderais d'en parler avec votre médecin. Et tant mieux si vous n'avez pas développé la maladie. Et vous savez, le corps humain est différent d'une personne à l'autre, alors comment ça se comporte, c'est plus quelque chose que vous devez discuter avec votre médecin. Merci, beaucoup Hélène. Ça conclut notre période, de questions. Donc, je rappelle à toutes les personnes qui sont inscrites à notre conférence qu'elles vont recevoir un courriel dans quelques jours avec, l'enregistrement de la conférence, donc c'est comme une forme de vidéo. Vous aurez juste à cliquer sur le lien et vous pourrez revoir la conférence, à votre rythme. La conférence va aussi se trouver sur notre site web dans quelques jours. Il y aura une nouvelle avec laquelle vous pourrez cliquer en tout temps et ça va être là en permanence sur notre site web. La prochaine conférence de notre série va avoir lieu le 20 février à 13h30. Comme je mentionnais plus tôt, Dr Karim Hamamji, médecin ophtalmologiste, va nous parler de la dégénérescence maculaire humide, mais particulièrement des nouveaux traitements qui existent ou qui sont surtout en développement. Il y a beaucoup de développement actuellement du côté des traitements. Ça nous donne beaucoup d'espoir. Et donc, on vous invite à vous inscrire pour nos prochaines conférences. Et aussi, en tout temps, vous pouvez vous inscrire à partir du calendrier, la section calendrier de notre site web. Alors, Hélène, encore un grand merci de la part de tous nos participants pour ton excellente conférence et ta connaissance toujours plus développée sur ce sujet qui nous touche bien toutes les deux et tous les membres de l'EQDM. Donc, au nom de l'équipe de l'EQDM, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.